lorsque le droit international va à l'encontre de ce que une grande puissance considère comme étant ses intérêts vitaux, eh bien, cette grande puissance agit à sa guise. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est une règle non écrite. Hein. C'est une règle non écrite parce que vous ne verrez pas une autre puissance aller à l'encontre de cette volonté, en fait, de la projection de cette puissance-là sur le terrain. Donc, par exemple, la Russie n'aurait pas pu dire aux États-Unis à l'époque que non, vous n'avez pas à envahir l'Irak. Si vous envahissez l'Irak, nous, on va aussi intervenir en Irak. Donc là, c'est une règle non écrite. Quand une grande puissance agit pour défendre ses intérêts vitaux, ben les autres, ils peuvent dire que c'est pas bien, ils peuvent faire des déclarations orales, mais en général, ça s'arrête là. Et d'ailleurs, on le voit même en Ukraine, aucune puissance, fût-elle grande ou moyenne, ne va déployer ses forces en Ukraine. Parce que quand une grande puissance agit, on ne peut pas s'y opposer militairement. Bonjour, Maître Nzamba. Vous êtes avocat au barreau de Paris et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau, le plateau de Droit de Savoir. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est un plaisir de vous avoir et de partager ces moments avec vous et avec vos téléspectateurs. Merci. En tout cas, merci. Bonjour, bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs qui êtes connectés sur Télar TV. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus et merci d'être avec nous. Je suis Christian Perrin. Maître Brice Nzamba, dans la nuit du 24 février dernier, Vladimir Poutine, le président russe, a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. Une semaine après, que peut-on retenir de cette opération? Une semaine après, ce qu'on peut retenir de cette opération, c'est que il y a des objectifs qui ont été fixés par le président Poutine et que ces objectifs ne sont pas encore atteints. Et que l'opération est donc toujours en cours, puisque, comme vous le savez, le président Poutine souhaite démilitariser l'Ukraine. Donc, démilitariser l'Ukraine, et donc, comme il a dit, dénazifier, parce qu'il considère que les dirigeants ukrainiens sont des nationalistes et qui portent atteinte à l'intégrité physique des russophones ukrainiens, et qu'il faut donc démilitariser l'Ukraine. Donc, aussi longtemps que cet objectif n'est pas atteint, l'opération spéciale décrétée par la Russie va se poursuivre en Ukraine. Oui, mais démilitariser encore, on pouvait comprendre, mais dénazifier, c'est quand même un concept. Est-ce qu'on peut mener une guerre contre un concept? Non, je dirais que, vous savez, quand on lance une opération militaire, il faut commencer par diaboliser l'adversaire. Vous savez, ça participe un peu aux techniques de guerre. C'est de la guerre psychologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer un adversaire contre lequel on n'a pas d'abord érigé une image, je dirais, diabolique. Vous vous rappelez, quand on attaque l'Irak par les États-Unis, on considère Saddam Hussein comme étant détenteur des armes chimiques et comme étant le diable même qu'il faut démettre du pouvoir. Donc, je pense que Vladimir Poutine considère que le régime ukrainien est un régime nazi. Bon, s'il le dit, il le dit aussi par rapport à certains éléments qu'il dispose, hein, puisque il faut dire qu'en Ukraine, il y a un bataillon qui est un bataillon qui s'inspire du bataillon qui a existé en Ukraine au temps où l'Ukraine était envahie par l'Allemagne nazie. Il y a eu des Ukrainiens qui avaient rejoint l'Allemagne nazie et pour combattre contre la Russie. Et durant cette période-là, il y avait un bataillon que l'Ukraine avait donné à l'Allemagne. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, il y a notamment avec la guerre entre le gouvernement ukrainien et les rebelles du Donbass, il y a ces bataillons, il y a un bataillon qui s'inspire de certains logos et de certains insignes nazis. Et c'est certainement cela qui a inspiré le président Vladimir Poutine pour dire ce qu'il a dit. Donc, ce qu'il a dit n'est pas absolument faux, n'est pas non plus aussi totalement vrai. Hein. Il y a quelques éléments, pour ceux qui font des recherches, ils savent qu'il y a un bataillon en Ukraine qui s'inspire beaucoup du bataillon qui a existé au temps de l'Ukraine sous le nazisme.
Alors, revenons sur le contexte. Pour Vladimir Poutine, il était plus que temps d'agir après plusieurs tentatives de négociations qui ont échoué pour obtenir de l'OTAN les garanties de non-élargissement vers l'Est, mais aussi la volonté affichée du président Zelensky d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Mais est-ce pour autant cela a été suffisant pour engager les opérations militaires en Ukraine? Alors, moi, je pense que l'opération russe, il faut la comprendre de plusieurs points de vue. Je dirais même de trois points de vue. Il y a le point de vue, bien entendu, d'abord russe. Ensuite, il y a le point de vue de l'Union européenne et des forces de l'OTAN. Et il y a le point de vue ukrainien. Voilà. C'est-à-dire que pour la Russie, il faut se souvenir que la Russie fut un grand pays, et toujours un grand pays, mais je vais dire un empire, puisque dans le cas de l'URSS, il y avait plusieurs États qui avaient signé le pacte de Varsovie, des États soviétiques qui étaient dans le cadre de l'URSS. Il y avait le pacte de Varsovie qui visait avant tout de défendre donc l'Europe soviétique. Et vous aviez l'OTAN qui a précédé le pacte de Varsovie. L'OTAN qui est une alliance qui est plus ancienne que l'alliance que la Russie a pu faire dans le cadre de l'Union soviétique. Et donc, à partir du moment où l'URSS n'existe plus, donc on est en 1991 avec la chute du mur de Berlin, il fallait donner des garanties à Gorbatchev. Parce que pour que Gorbatchev puisse mener le travail pour les Occidentaux, puisque les Occidentaux voulaient à tout prix qu'on puisse faire tomber l'URSS, pour que Gorbatchev aille jusqu'au bout, l'Occident, notamment les États-Unis, ont donné des gages à Gorbatchev. Parmi ces gages, il y avait donc le fait de ne pas élargir l'OTAN aux frontières de la Russie. Donc, il y avait ces gages qui étaient donnés. Mais ce n'était pas un accord écrit, moins encore un traité, mais c'était une parole qui était donnée à la Russie. Et vous savez, la parole de qui exactement? La parole des États-Unis à cette époque-là, puisque les États-Unis, comme vous le savez, c'est le fer de lance de l'OTAN. Donc, à partir du moment où les États-Unis s'engageaient à ne pas élargir l'OTAN aux frontières de la Russie, pour Gorbatchev et pour Eltsine, cette garantie a été donnée à la Russie. Il faut savoir que la Russie, en ce moment-là, est un pays délabré, complètement appauvri, et qui ne savait plus que faire de toute sa puissance militaire. Puisque vous savez, la puissance militaire, il faut l'entretenir. Et donc, la Russie n'avait pas les moyens de faire face aux États-Unis et à l'OTAN, qui était devenue la seule puissance militaire véritable, avec la puissance militaire et la force économique derrière. Ce qui fait que les Américains, en fait, l'OTAN a pu, sur les 14 États, les 14 ex-États qui constituaient l'URSS, il y a eu au moins 12 qui sont rentrés dans l'OTAN, contrairement aux promesses qui avaient été faites à la Russie. Donc, vous voyez que quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, lui, un ancien du KGB, quelqu'un qui a été éduqué, instruit et formé dans la recherche de la gloire de la Russie, tout ce qu'il veut, c'est redonner à la Russie une certaine respectabilité, la grandeur et la force que la Russie avait avant. Donc, Vladimir Poutine va mener des démarches auprès des Occidentaux, puisque même quand il est intervenu à l'Assemblée nationale de l'Allemagne, il a fait des déclarations, il disait qu'il était prêt à coopérer avec l'Occident pour trouver un terrain d'entente pour coexister pacifiquement. Il faut dire que même la Russie a même fait une demande pour intégrer l'OTAN. Il faut le retenir. Voilà. La Russie avait fait une demande pour intégrer l'OTAN. Et cette demande a été refusée. Voilà, parce que stratégiquement, pour les États-Unis, ce n'était pas intéressant d'avoir une puissance militaire aussi importante que la Russie. Une puissance européenne au sein de l'OTAN, ça pourrait donner des idées d'affranchissement de la tutelle américaine. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas intégrer l'Union européenne sans intégrer l'OTAN, par exemple? Non, on peut intégrer l'Union européenne sans forcément être membre de l'OTAN. Mais il faut savoir que quand on intègre l'Union européenne, il y a un article du traité, je crois que c'est l'article 5 du traité de Maastricht, il me semble, qui prévoit que quand un État membre de l'Union européenne est attaqué, c'est là on porte la réaction des autres États de l'Union européenne.
Or, la plupart des États de l'Union européenne sont membres sont membres de l'OTAN. Donc, et donc, forcément, lorsqu'on est membre de l'Union européenne, on est aussi membre de l'OTAN. C'est ce que ça veut dire. C'est l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir d'un État européen qui devient membre de l'Union européenne, c'est de finir au sein des forces de l'OTAN. Voilà. La réalité, c'est ça. Donc, ce qui fait que pour la Russie, donc, on n'a pas accepté sa demande d'intégrer l'OTAN. Et donc, la Russie a vu que la promesse qui avait été faite à Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN aux frontières de la Russie n'a pas été respectée. Et la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie d'avoir des relations de bon voisinage et même des relations Elle essaie de faire revivre son influence auprès des États qui lui sont proches par la langue et par l'histoire. Hein, vous avez l'Ukraine. L'Ukraine, il faut savoir que la Russie moderne est née à Kiev. Hein, et quand le président Poutine dit que le peuple russe et le peuple ukrainien, c'est le même peuple, il a tout à fait raison. Oui. Il a tout à fait raison parce que c'est la même culture, c'est la même langue pour beaucoup, puisqu'il y a beaucoup des Ukrainiens qui sont russophones, et même pour les Ukrainiens qui ne sont pas russophones, la langue, elle est similaire. Voilà. Et l'histoire, c'est la même histoire. Et d'ailleurs, on apprend que l'Ukraine, c'est le cœur même de la Russie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour le président Poutine, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, le président ukrainien qui était élu jusqu'en 2014, avant qu'il ne soit défait par ce qu'on appelait les révolutions oranges, ce président était pro-russe. Il était pro-russe. C'était un président démocratiquement élu. Et par la suite, il faut le dire, parce qu'il y a des documents qui existent, les États-Unis ont financé à hauteur de 5 milliards de dollars des mouvements d'insurrection en Ukraine, à Kiev, qui ont déstabilisé le régime de ces chefs d'État pro-russes et qui ont occasionné sa chute. Donc, ce qui a fait que certains Ukrainiens de l'Est qui ont considéré que cette chute de ces chefs d'État n'était pas démocratique, puisque ça ne s'était pas fait à la suite des élections, mais par la force de la mobilisation de la rue, orchestrée par les États-Unis, parce que c'est reconnu, ce que je dis, hein, c'est étayé, les recherches le disent. Donc, les Russes ont compris que les Américains veulent, puisque l'Ukraine, c'est la frontière avec la Russie, les Américains veulent s'implanter en Ukraine, et à partir de là, pouvoir, par processus, intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et donc être au bord de la Russie. Et une fois encore, c'est un manque pour la Russie, c'est un manque de considération. Hein, c'est un manque de considération, c'est du mépris, c'est du mépris. Donc, on considère que la Russie, de toute façon, ne pourra rien faire. Les Russes ont intervenu puisqu'ils ont soutenu les insurrections, ils ont soutenu la rébellion de l'Est de l'Ukraine, puisque c'est des russophones, et que les russophones qui sont à l'Est ont été, il faut le dire, hein, il y a eu des massacres là-bas. Hein, il y a une journaliste française, Laure Bonnel, qui a fait un travail colossal là-dessus et qui dit que c'est celle qui parle des massacres au Donbass, c'est celle-là? Oui, tout à fait. C'est Madame Laure Bonnel. Elle a fait un travail colossal où elle dit qu'entre 2014 et aujourd'hui, il y a eu près de 13 000 à 14 000 morts. C'est d'ailleurs pour remettre nos téléspectateurs dans le contexte, on va vous proposer donc cet élément et chacun se fera sa propre idée. Suivez. Le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes. Alors, depuis des années, c'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Au contraire. Et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand Merci pour
cette vidéo, pour ce reportage. On peut continuer, Maître Brice Nzamba. Oui, voilà. Donc, c'est à partir de là, on peut essayer de comprendre la situation en Ukraine parce que vous avez à la base un chef d'État qui était élu démocratiquement, qui était pro-russe, qui a été déstabilisé et déchu par la rue qui était financée par les États-Unis à hauteur de près de 5 milliards de dollars. Et donc, pour les Russes, ils voient bien la manœuvre des États-Unis en Ukraine. Et donc, il y a une insurrection à l'Est, puisque à l'Est, il y a des russophones qui sont là-bas, qui donc vont se soulever, et la répression est colossale, est très importante. Et dans cette répression… Est-ce que cela veut dire pour autant que cette opération est justifiable, elle est normale? Alors, moi, je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent, parce que j'étais en train de dire qu'il y a plusieurs points de vue. Il faut être prudent, parce que sur le plan du droit international, on est tout à fait d'accord qu'aucun État, fût-il le plus puissant de la planète, n'a le droit d'agresser un autre État dans son territoire et dans sa souveraineté. C'est une atteinte au droit international. Donc pour ça, c'est évident. Je pense qu'on ne va pas relever les évidences que chacun sait parfaitement. En revanche, il faut savoir aussi une chose, puisqu'on est dans le cadre des relations internationales, que les règles de droit international s'appliquent en général ou sont respectées en général par des États qui n'ont pas d'autre choix que de les respecter, parce que sinon, ils se font taper sur les doigts. Les États puissants ou hyper puissants respectent le droit international quand ce droit va dans le sens de leurs intérêts. Les États hyper puissants, comme vous l'avez dit, le cas des États-Unis, la Chine, la Russie. États-Unis, je pense à la Chine, les États puissants de moyenne puissance comme la France aussi parfois. Voilà. Donc, il y a ces États-là, quand le droit international va à l'encontre de leurs intérêts, ils sont capables d'agir, ils sont capables de considérer leur intérêt, quand leur intérêt vital est mis en question, ils sont capables d'agir contre le droit international. Voilà. Et comme on l'a vu d'ailleurs en Irak, l'invasion de l'Irak, la Libye, on a vu ça aussi, je crois, en Afghanistan. Parfaitement. Mais vous avez même l'invasion de l'Afghanistan. Vous voyez, quand les États-Unis considèrent qu'ils sont touchés dans leur sécurité intérieure, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils n'ont même pas besoin de l'aval de l'ONU. Voilà, ils estiment qu'ils sont dans leur droit légitime d'attaquer l'Afghanistan, de l'envahir et de faire des choix du pouvoir, les talibans. Et personne ne leur a dit qu'ils avaient tort, puisque moralement, ils avaient le droit. Alors, pour l'Irak, vous avez les États-Unis qui ont menti à l'ONU. Ils ont menti à l'ONU. Disons qu'il y avait des armes à destruction massive, des armes qu'on n'a jamais présentées. Ils n'ont pas eu l'aval de l'ONU, mais ils ont, de leur propre chef en tant que superpuissance, ils sont partis intervenir en Irak. Voilà, donc c'est pour vous illustrer que lorsque le droit international va à l'encontre de ce qu'une grande puissance considère comme étant ses intérêts vitaux, eh bien, cette grande puissance agit à sa guise. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est une règle non écrite. Hein. C'est une règle non écrite parce que vous ne verrez pas une autre puissance aller à l'encontre de cette volonté, de la projection de cette puissance-là sur le terrain. Donc, par exemple, la Russie n'aurait pas pu dire aux États-Unis à l'époque que non, vous n'avez pas à envahir l'Irak. Si vous envahissez l'Irak, nous, on va aussi intervenir en Irak. Donc là, c'est une règle non écrite. Quand une grande puissance agit pour défendre ses intérêts vitaux, ben les autres, ils peuvent dire que c'est pas bien, ils peuvent faire des déclarations orales, mais en général, ça s'arrête là. Et d'ailleurs, on le voit même en Ukraine, aucune puissance, fût-elle grande ou moyenne, ne va déployer ses forces en Ukraine. Parce que quand une grande puissance agit, on ne peut pas s'y opposer militairement. Voilà. En général, c'est ça. On peut faire des déclarations, on peut faire des sanctions, mais bon, même les sanctions, si on peut analyser ça, c'est simplement parce que on veut mettre la Russie au pied du mur. Voilà. On veut exclure la Russie de la communauté internationale. On veut montrer à la Russie que ce que tu es en train de faire, tu vas payer ça très cher. Pourquoi? C'est pour dissuader la Russie à pouvoir agir de la sorte vers d'autres pays. Hein.
ce sont des mesures de dissuasion. Alors, mais maintenant que nous sommes sous le feu, les conséquences d'abord économiques. Les conséquences économiques, les sanctions sont prises par-ci, par-là, contre la Russie. Nous apprenons d'ailleurs qu'il a été déconnecté du système SWIFT. Est-ce que réellement ces sanctions pourront avoir un effet tel que voulu par les Occidentaux sur la Russie? Alors, il faut dire que il y a déjà quelques effets sur l'économie russe. Il y a déjà quelques effets. Mais bon, moi, je pense que ces sanctions, il faut les relativiser. Pourquoi je le dis? Par exemple, la déconnexion au système SWIFT, par exemple. Il y a des banques, toutes les banques russes n'ont pas été déconnectées du système SWIFT. Pourquoi? Parce qu'il y a des banques qui traitent avec l'Occident, notamment dans les paiements qui sont faits pour le gaz et le pétrole qui sont acheminés vers l'Occident. Vous voyez? Donc, ces banques-là sont en traitement commerciaux avec les pays occidentaux. Donc, c'est pas sûr que pour l'intérêt même des Occidentaux, que ces banques-là soient déconnectées du système SWIFT. Donc, je pense que c'est pas toutes les banques russes qui ont été déconnectées de ces systèmes. Donc, ça, c'est déjà un point. Et pour les autres points, bon, les Russes, il faut dire que pendant longtemps, Poutine s'était déjà préparé à ce genre de situation. Hein, il faut le dire, parce que la Russie, pendant longtemps, a déjà préparé le fait qu'elle pourrait être en confrontation avec l'Occident, donc il faudrait faire face à ce genre de sanctions. Ce qui fait que dans les échanges que la Russie fait avec d'autres États, notamment avec les échanges avec la Chine, avec d'autres, le dollar n'est plus considéré comme la monnaie de référence, déjà. Donc, la Russie n'utilise plus, dans ces échanges, il y a un faible pourcentage d'utilisation du dollar. Donc, ce qui veut dire que la Russie n'a pas à faire appel aux réserves de dollars pour pouvoir faire face à ses besoins économiques. Donc, déjà, ça amoindrit un peu l'impact déjà de ces sanctions-là. Vu que si, par exemple, la Russie utilisait le dollar comme monnaie de référence, il y aurait un impact plus important. Donc, moi, je pense que même au niveau de l'inflation, Poutine a pris des mesures de blocage de prix. Hein, puisque les États ont cette capacité-là pour pallier à l'inflation, de prendre des mesures de blocage de prix. C'est-à-dire que les prix ne vont pas augmenter, les prix restent en l'état, et c'est le gouvernement qui prend des mesures pour aider les entrepreneurs qui vont souffrir du contre-coup. Donc, ce sont des mesures qui sont prises actuellement, et donc ce qui fait que les effets de ces sanctions sont amoindris. Alors, Maître Brice Nzamba, est-ce qu'on peut craindre une troisième guerre mondiale? Vous avez probablement suivi la déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, déclaré sur TF1 que l'Alliance Atlantique était une alliance nucléaire. C'était là le 24. Et le 27, en réaction bien entendu à cette déclaration, le président russe Vladimir Poutine a demandé à son armée de mettre la force de dissuasion en alerte spéciale. Non, je pense que il faut rester raisonnable. C'est-à-dire que la Russie entendait, à mon avis, répondre à la déclaration de Yves Le Drian, hein, puisque c'est ce que… Jean-Yves Le Drian, il a été le premier d'ailleurs à prononcer cela, à menacer. C'est lui qui a dit, je répète, l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. Nous sommes au premier jour des opérations. Et c'est 3 jours seulement après, donc le 27, que Vladimir Poutine va réagir pour demander à son armée de mettre la force de dissuasion en alerte. Je pense que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a un plan bien précis dans sa tête. C'est-à-dire qu'il sait que dans la guerre qu'il mène contre l'Ukraine, rappelez-vous, dans la déclaration de guerre qu'il a eu à faire, il a dit que j'attire l'attention de tous ceux qui vont interférer dans notre action, contre notre action, des conséquences auxquelles ils vont être confrontés
et qui peuvent être des conséquences qu'ils n'ont jamais vues jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, c'est une mise en garde. C'est pour dire que nous sommes en train d'agir. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres puissances qui viennent interférer. S'il y a des puissances qui viennent interférer, elles doivent être en mesure de supporter les conséquences. Or, les conséquences, ce sont lesquelles? C'est une forme de déclaration de guerre, alors. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand Yves Le Drian dit que l'OTAN est une puissance, est une alliance nucléaire, c'est une manière de dire à Poutine, oui, nous voyons ce que tu es en train de faire, mais sache que nous, on a les moyens de pouvoir t'apporter aussi la destruction. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que mais quand Poutine parle de mettre en alerte la force de dissuasion, c'est simplement une manière de donner des ordres à son commandement militaire pour leur dire qu'il faut dorénavant être en situation de pouvoir faire comprendre à nos adversaires que nous sommes prêts à aller à l'escalade. C'est-à-dire que s'il faut aller à l'escalade jusqu'à la force nucléaire, nous sommes prêts. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. C'est pas ça. Vous verrez que les États-Unis, quand ils ont réagi, les États-Unis n'ont pas réagi dans le sens de l'escalade. Les États-Unis ont réagi dans le sens de la désescalade. Les États-Unis ont dit que la Russie fabriquait des menaces. Voilà. Donc, les États-Unis n'ont pas non plus fait de la surenchère. Oui, mais aujourd'hui même, nous avons appris que les États-Unis ont reporté l'essai, je crois, d'un missile supersonique pour éviter, évidemment, l'escalade. L'escalade. Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi d'une manière intelligente pour dire à l'autre qu'attention, nous avons d'autres armes aussi performantes? Oui, mais ce qu'il faut savoir, M. Perrin, c'est-à-dire que les armes nucléaires détenues, parce que la Russie, c'est la première puissance nucléaire du monde. Il faut le savoir. La Russie détient une arme nucléaire qui n'est pas détectable, qui est capable d'éraser toute la France, qu'on appelle Satan II. Et ça, c'est ce que nous, on sait. C'est ce que la Russie a voulu que l'opinion publique sache. Mais dans les armes les plus stratégiques, on sait que c'est des armes qui sont détenues secrètement. Vous voyez? Donc, la Russie est capable de pouvoir mettre le feu à la planète. Mais ça, ce n'est que la Russie. Si les États-Unis s'en mêlent aussi, vous imaginez le scénario. Donc, c'est pour dire que c'est dans l'intérêt de personne qu'il y ait une guerre nucléaire sur Terre. Parce que s'il y a une guerre nucléaire, eh bien, je peux vous dire que les humains qui auront la chance de rester vivants, ils vont être comme s'ils étaient encore à l'âge de la pierre taillée. Parce que tout va être détruit. Même la planète, même l'axe de la Terre risque d'être désorienté. Parce qu'avec toutes les secousses que ces armes-là vont provoquer au niveau du noyau de la Terre, même l'axe de la Terre risque d'avoir des répercussions s'il y a une guerre nucléaire. Ça, il faut en avoir conscience. Donc, personne n'a intérêt à ça. Personne. D'ailleurs, c'est ce qui justifie évidemment cette prise de parole très sage d'ailleurs du président américain Joe Biden qui a dit on n'envoie pas les soldats en Ukraine. C'était pour éviter tout cela. Oui, mais parce que ils savent. Mais bon, moi, j'aimerais quand même dire aussi une chose. Ne peut-on pas penser que le président Poutine est en train de tomber dans un piège très, très délicat que les États-Unis lui ont tendu? Voilà. C'est-à-dire parce que la Russie était arrivée à un stade où qu'elle agisse, elle entre dans un processus de problème, qu'elle n'agisse pas, elle entre aussi dans un processus de problème. Voilà. C'est-à-dire que si la Russie n'intervenait pas en Ukraine, l'Ukraine, pour se protéger de la Russie, allait devenir membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN. Donc, l'OTAN devait être de plus en plus à la porte de la Russie. Donc, pour la Russie, c'est inacceptable. Or, la Russie, en intervenant, crée l'unanimité du monde occidental contre elle. Même les États qui hésitaient pour rejoindre l'OTAN sont en train de manifester leur volonté pour rejoindre l'OTAN. Donc, est-ce que dans le même temps, ce n'est pas non plus l'Europe qui est tombée dans le piège, c'est-à-dire les États-Unis ont réussi à déconnecter l'Europe, mais déconnecter totalement l'Europe de la Russie? Oui, question de bien le tenir, bien entendu. Déjà d'elle-même, c'est-à-dire que les États-Unis ont réussi à déconnecter l'Europe d'elle-même d'abord, c'est-à-dire que de faire en sorte que les Européens
ne puisse pas mettre en place une Europe de la défense. Il faut à tout prix isoler la Russie. La Russie doit être complètement isolée. Donc, faire en sorte qu'il n'y ait pas un État européen qui puisse avoir des velléités de travailler encore avec ou d'être en alliance militaire avec la Russie. Donc, ça, c'est le deuxième but, en fait. Donc, dans ce que le président Poutine est en train de faire en Ukraine, le président Poutine est en train de provoquer l'unanimité des pays européens contre la Russie. Et donc, tous ces pays-là vont avoir pour vocation d'intégrer l'Union européenne et de finir au sein de l'OTAN derrière la bannière des États-Unis. Donc, voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir, Maître Brice Nzamba, est-ce que ce n'était pas là le projet des États-Unis, par exemple? Est-ce que ce n'était pas le but à atteindre? Alors, moi, je pense que stratégiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie, qu'elle agisse ou qu'elle n'agissait pas, était en difficulté. Donc, elle a choisi d'agir. Maintenant, tout va dépendre du résultat qu'elle va avoir au bout. Si la Russie réussit à démilitariser l'Ukraine comme elle l'a dit, à stabiliser le pays comme elle l'a dit, cela peut susciter une sorte, je dirais, de fascination, hein, je dirais pas de sympathie, mais de fascination pour son pouvoir. Il y aura des États qui vont constater que la Russie est véritablement une grande puissance. Et cette fascination-là peut attirer des États à vouloir coopérer militairement avec la Russie. Donc, ça peut participer à élargir l'influence de la Russie encore dans le monde et faire en sorte qu'il y ait des États qui traitent militairement encore avec la Russie. Donc, tout va dépendre du résultat de l'opération que la Russie est en train de mener en Ukraine. Alors, parlons donc des conséquences en Afrique, puisque le vote de la résolution qui demande, bien entendu, d'ordonner à la Russie d'arrêter ses opérations militaires. Nous avons vu des pays africains qui ont voté pour, d'autres ont voté contre, et bien d'autres encore se sont abstenus. Je pense que d'abord, ça peut avoir des impacts sur la légitimité des accords que certains pays africains ont signés avec la Russie déjà. C'est-à-dire que déjà, quand vous signez des accords de coopération militaire avec un État qui ne respecte pas le droit international, qui se comporte en dictature, hein, qui veut imposer ce vu à ses voisins, vous voyez que sur le plan international, la légitimité, elle n'est pas forte. Déjà, donc ces États-là, hein, je pense à l'État centrafricain, je pense à l'État malien, donc d'une certaine manière, ça peut porter atteinte, je dirais, à la légitimité de la démarche politique faite par les autorités de ces pays-là en s'alliant avec la Russie. Donc ça, c'est ça. Sur le plan moral, il peut y avoir une atteinte à la légitimité. Bon, maintenant, par ailleurs, mais en revanche, ça peut avoir aussi un effet de rapprochement. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous voyez un peu comment le Mali a été traité suite à son alliance avec la Russie, hein, le Mali a subi des sanctions de la CEDEAO, le Mali a été quasiment mis au banc des États africains et la France a même voulu que le Mali soit mis au banc des nations du monde, hein, puisque la France a voulu porter la résolution au niveau de l'ONU. Grâce au veto de la Russie, ce n'était pas passé. Et quand on voit ce qu'endure aussi la Russie est sous le coup des sanctions du monde occidental. Donc, ça peut créer une solidarité de situation. Oui, mais la Russie, dans tous les cas, n'est toujours pas seule. On a d'ailleurs vu comment, en pleine crise, comment la Russie a eu à signer un accord sur la construction du gazoduc entre la Russie et la Chine. Cela veut dire qu'il y a un rapprochement quand même qu'on commence à noter entre la Chine et la Russie. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une organisation, il y a l'OSCE, qui est une organisation, une alliance économique, hein, qui réunit la Chine, la Russie et d'autres États qui veulent mettre en place un système de gouvernance économique différent de la mondialisation dirigée par l'Occident. Donc, il y a un pôle géopolitique
important, qui souhaite et qui a un projet pour le monde qui est différent du projet que l'Occident a pour le monde. Ça, il faut le savoir. À partir de ces moments-là, quand la Russie est touchée, bon, il y a une forme de solidarité aussi qui existe entre les signataires de cette alliance et qui, selon certaines indiscrétions, n'est pas seulement une alliance géopolitique et économique, mais aussi militaire. On va rentrer dans une forme de nouvelle répartition des équilibres, des équilibres du monde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, M. Perrin, c'est un monde qui est dominé par les valeurs occidentales. Hein, ça, il faut le savoir. Ce sont les valeurs occidentales qui dominent dans le monde dans lequel nous sommes. Donc, ces valeurs-là, d'après ce qu'eux-mêmes ils disent, l'Occident, vous avez les valeurs de la liberté politique, liberté économique, vous avez les valeurs du libre-échange, et voilà. Donc, et pour l'Occident… Il y a aussi les valeurs de liberté d'expression, mais là, on vient de noter que finalement, la démocratie dont on nous parlait en Occident commence à subir quand même un coup, au point de suspendre les médias. Je crois que c'est un coup dur qu'on a porté sur la liberté d'expression. Oui, mais en fait, vous êtes en train d'anticiper là où j'allais. Je vous en prie. Voilà, en fait, je vous dis d'abord que on a le monde dans lequel nous vivons c'est un monde qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale, avec la victoire des États-Unis et de son alliance, et c'est un monde surtout qui provient de l'effondrement de l'URSS. Dès que l'URSS s'est effondrée, il n'y a plus eu qu'un seul pôle de domination, qui était les États-Unis. Donc, le monde dans lequel nous vivons, encore pour l'instant, c'est un monde qui est dominé par les valeurs de l'Occident et par l'économie de l'Occident, pour l'instant encore, et par les normes politiques de l'Occident, pour l'instant encore. Et donc, ce qui fait que dans la lutte qui est menée contre la Russie, vous verrez que toutes les institutions qui sont issues du monde occidental sont en train de bannir la Russie de ces mondes-là. Donc, ces mondes-là ne veulent plus de la Russie. Et donc, la Russie, comme je dis, avec la Chine et d'autres, pense en un projet pour le monde qui est un autre projet du monde. Donc, il faut voir quelles sont les valeurs qui sous-tendent ces projets. Dans ces valeurs, vous avez le dirigisme. Il y a le dirigisme. C'est-à-dire qu'il y a le fait de croire en un chef qui rassemble les gens et qui est là et qui se base sur la souveraineté de son pays, sur une forme de nationalisme qui ne dit pas son nom, dans un dirigisme politique et dans une forme je dirais, de capitalisme qui n'est pas couplé à la liberté politique forcément. Bon, on voit le modèle de la Chine, le modèle de la Russie, le modèle de la Corée du Nord, bon, sans le capitalisme en Corée du Nord. Donc ça, c'est le monde, c'est l'autre monde que la Russie et la Chine et les autres veulent nous proposer. Donc nous sommes un peu dans ce jeu-là aujourd'hui. Nous sommes dans ce jeu-là. Donc, en revenant à l'Afrique, quand on signe des alliances avec la Russie, il faut aussi se dire que ces alliances, je comprends, c'est limite au secteur militaire, je comprends. Mais il faut aussi comprendre que, ces faisant, on accède aussi aux valeurs de la Russie. Quelles sont les valeurs politiques de la Russie? C'est ça. Donc, ça, c'est des questionnements qu'il faut avoir. Et donc, j'étais en train de poser la question sur la liberté d'expression. Comment expliquer que, finalement, en Europe, j'allais dire dans l'Union européenne, où la liberté d'expression est une valeur cardinale, qu'on arrive à suspendre d'autres médias sans raison apparente? Non, il y a une raison. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut comprendre une chose. C'est-à-dire que quand les États occidentaux considèrent qu'ils sont en guerre, ils sont prêts à porter atteinte à ce qu'eux-mêmes ils considèrent comme étant des libertés. Hein, il faut le dire. Ça me fait penser à ce que disait Aimé Césaire, qu'une civilisation qui ruse avec ses propres principes est une civilisation moribonde. Il faut dire que l'Occident, souvent, ruse avec ses propres principes. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Savez-vous que lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais ont attaqué avec la catastrophe de Pearl Harbor des États-Unis, vous savez que le président américain a pris une disposition légale qui
qui mettait dans des camps de concentration tous les ressortissants américains d'origine japonaise. Ces gens-là, ils étaient retirés de leur maison, ils étaient mis dans des camps de concentration, parqués comme des animaux, simplement parce qu'ils étaient d'origine japonaise, alors qu'ils étaient de nationalité américaine. Américaine, oui. Vous voyez, c'était une atteinte grave aux libertés aux États-Unis. Mais c'est pour vous dire que les États occidentaux, ils prennent les valeurs démocratiques, ce qui est juste chez eux. Hein. Nous qui vivons en Occident, on constate que nous sommes vraiment dans des États de droit, hein, parce que le droit prime, le droit est respecté. Pour ça, il n'y a aucun débat. Mais il faut remarquer que souvent, dans les rapports que l'Occident a avec le reste du monde, souvent l'Occident utilise les droits de l'homme quand ça l'arrange. Quand ça ne l'arrange pas, l'Occident va souvent à l'encontre de ses propres principes. C'est souvent ça. Donc, ce n'est pas étonnant que l'Union européenne, d'abord, ait décidé de pouvoir suspendre la diffusion de Russian Today et de Sputnik en Europe. Bon, déjà, je trouve ça extraordinaire parce que ce n'est pas à la présidente de l'Union européenne de prendre une telle décision, parce qu'elle, personne ne l'a élue, hein, personne ne l'a élue, et cette décision appartient à chaque État européen, dans le cadre de son organisation juridique interne, de décider, notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est lui qui est habilité à prendre des décisions pour sanctionner, suspendre des émissions de télévision qui ont cours dans le territoire. Donc, évidemment, quand ça se passe dans l'Union européenne, après on se posera la question, quelle perception aura-t-on désormais de l'Union européenne, qui viendra encore faire des leçons de démocratie, des droits de l'homme en Afrique, oui, par exemple. Mais parce que les droits de l'homme, M. Perrin, ça participe au soft power de l'Occident, les droits de l'homme. C'est une façon, parce que l'Occident aime se regarder dans un miroir. Pour dire que nous ne considérons que ceux qui nous ressemblent. Si vous ne nous ressemblez pas, vous êtes des êtres humains, certainement, mais bon, voilà, on se méfie un peu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les droits de l'homme, comme vous le savez, monsieur Perrin, Jules Ferry, faisant son discours à l'Assemblée nationale française dans les années, au XVIIIe siècle, hein, au XIXe siècle, pardon, disait déjà que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Vous voyez? Donc, il y a toujours cet élan qui consiste à penser que nous qui savons mieux avons le devoir d'apprendre à ceux qui savent moins. Donc, c'est ça. Parce que, et c'est ce qui s'est donc manifesté en Ukraine, où on a commencé à empêcher les étudiants africains, j'allais dire les Noirs africains, de quitter le territoire. Et une indiscrétion nous a été faite, c'est qu'on nous dit on a voulu les utiliser comme des boucliers, voilà, sur place. Voilà pourquoi on les empêchait de sortir de l'Ukraine. C'est quand même des atteintes graves, non? Oui, mais il faut dire que en fait, l'humanité africaine n'est pas souvent prise en compte. Vous voyez, tous les médias occidentaux parlent avec grande verve de la tragédie ukrainienne, ce qui est bien. Et on nous peint le président ukrainien comme étant un héros, ce qui est aussi bien. Mais on ne nous montre pas les images dans lesquelles ces Ukrainiens qui attirent la compassion du monde occidental, comment ils agissent à l'égard des Africains qui sont en Ukraine. Voilà. C'est-à-dire que quand on voit ça, on peut se poser des questions sur ce qu'est dit le président Poutine. Quand le président Poutine dit que l'Ukraine est entre les mains des nazis, et quand on voit des Ukrainiens qui empêchent les Africains de prendre des trains simplement parce qu'ils sont africains, on peut se poser des questions. On peut se dire, ces gens-là, ils ont certainement une conception de la hiérarchie des races. Pour eux, c'est d'abord les blancs ukrainiens qui doivent prendre le train et les noirs, ils prendront les trains quand eux, ils auront décidé, quoi. Donc, c'est ça. En fait, ça suscite quand même un questionnement. Et même les étudiants africains qui arrivaient à la frontière, la Pologne, les policiers polonais ne voulaient pas les laisser passer en Pologne. Vous voyez, donc, cette Union européenne qui considère que
que Poutine est un dictateur, que le président ukrainien est un héros, certainement. Le président ukrainien est un héros pour les Ukrainiens, certainement, certainement. Je ne le remets pas en question. Mais au niveau du respect de l'humanité, il y a quand même un souci. Parce que quand on ne respecte pas l'humanité des Africains parce qu'ils sont africains, moi, ça me fait rappeler une époque où les Africains étaient considérés comme des biens meubles simplement parce qu'ils étaient africains. Donc, voilà. On va terminer, Maître Brice Nzamba, par la dernière question. Quelle pourrait être l'issue de cette crise? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est-à-dire que la Russie peut arriver à conquérir l'Ukraine, à démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire à provoquer un renversement de régime et mettre en place donc des gens qui sont favorables à la Russie. Et c'est là va provoquer des bouleversements au niveau de l'Europe parce que les autres États vont nécessairement vouloir rejoindre l'OTAN parce qu'ils vont craindre pour leur sécurité par rapport à la Russie. Et la Russie va se sentir renforcée et va, je pense, renforcer son armement. Et donc, on va, je pense, à l'issue de cette crise, assister à une course aux armements en Europe. Tous les États européens vont vouloir se réarmer. On a vu la France veut faire la même chose. L'Allemagne veut aussi faire la même chose. Et je pense qu'on va en arriver là où il peut y avoir une guérilla aussi en Ukraine, c'est-à-dire que la Russie peut conquérir l'Ukraine et ne pas maîtriser tous les territoires. Puisque les Européens font acheminer des armes en Ukraine, on peut assister à une guérilla des Ukrainiens contre les Russes et ça peut se transformer en une forme d'Afghanistan pour les Russes en Ukraine, ce qui serait désastreux pour le président Poutine à l'intérieur parce que ça va provoquer des mécontentements s'il y a une guérilla en Ukraine et qu'il y a de plus en plus de Russes qui meurent en Ukraine. Ça peut provoquer une impopularité du président Poutine qui peut se faire renverser par la suite. Est-ce qu'on peut imaginer le scénario du genre Saddam Hussein ou Muammar Kadhafi, c'est-à-dire que les Occidentaux arrivent à penser peut-être à faire la peau à Poutine un jour? Ah non, je pense que la Russie est une grande puissance, est une grande puissance, et les officiers russes sont disciplinés, ils ont un même idéal, ils ont le rêve de pouvoir redonner à leur pays sa grandeur d'antan. Et la Russie est un grand pays, il faut le dire, c'est un grand pays en Europe. Donc, je ne pense pas que la Russie soit un pays, un État failli comme les États africains, où il est facile de provoquer des dissensions et de provoquer des coups d'État en interne. Donc, je pense que ça, c'est une vue de l'esprit, ça n'arrivera jamais en Russie. Ça, il faut en être certain. Ça n'arrivera jamais en Russie. Merci, Maître Brice Nzamba, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes très heureux de vous avoir une fois de plus encore accueillis sur notre plateau. À vous aussi, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et la prière, vous la connaissez, c'est de liker, de partager. Et pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Teler TV, c'est de s'abonner. Ensuite, donc, au revoir et à très bientôt. Merci.